Nous sommes de retour ici avec nos invités Eric Johnson, Horace Donkovi et Adam Adjournou. Voilà. Et on parlait justement de la Côte d'Ivoire. Adam, vous aviez la parole. Oui, je vais finir vite fait. Et je disais donc, dans une population, nous avons trois grands acteurs. Vous prenez, il y a les gens de la tribu, les citoyens et les idiots. Donc si la chance est que vous choisissez toujours des citoyens à la tête de vos pays, il est très difficile quand même que ce pays-là puisse avoir ces éléments sensibles, quelle que soit la pression qu'il y aura donc sur ces personnalités-là, même à l'extérieur de leur pays. Mais au-delà de tout, aujourd'hui, moi j'estime que, et comme je le disais, c'est un sujet d'enjeu stratégique dans la mesure où Alassane Ouattara va vouloir aujourd'hui redorer le blason aux côtés de ses pairs, parce que beaucoup n'étaient pas d'accord avec lui. Mais ça également, lorsque vous prenez la venue de Laurent Gbagbo, au lieu de... tout le monde sait pratiquement que Laurent Gbagbo, c'est le martyr actuellement de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de tout, Alassane Ouattara va également vouloir réellement donc affecter cette popularité qu'il aurait pu quand même donner à Laurent Gbagbo, si tel est qu'il était resté donc dans sa ligne, en voulant peut-être qu'il y ait toujours des médiations avant la venue de Laurent Gbagbo. Donc vous voyez directement qu'il a eu quand même une longueur d'avance en le déclarant ouvertement, publiquement. Et même en allant au-delà, avec les avantages qu'ils vont... Il a dit quelque part, ça voudrait dire quelque part que Alassane Ouattara a prémédité la chose et veut réellement donc puiser, disons, dans cette popularité qu'aurait Laurent Gbagbo encore en Côte d'Ivoire déjà, parce que avec ces gages déjà donnés, quelque part, ça voudrait dire quelque part que cette popularité est déjà divisée. Les gens ont changé de discours vis-à-vis d'Alassane Ouattara, même au sein même du FPI. Oui, qu'on soit en tout gore ou de toutes les façons, la venue de Laurent Gbagbo va beaucoup redessiner carrément la nomenclature de la politique ivoirienne, parce que aujourd'hui, l'on se pose la question de savoir l'aile Afingissant, qui s'est beaucoup rapproché d'Alassane Ouattara, et qu'il avait déjà dit que la venue de Laurent Gbagbo mettra fin à cette scission au sein même du FPI. Est-ce qu'ils vont tenir parole? On attend de voir. Jean Bonnet l'autre fois. De toutes les façons, Alassane Ouattara, lui, aujourd'hui, essaie de déployer carrément sa politique de bout en bout. D'ailleurs, même aujourd'hui, on voit directement le discours a pratiquement changé. Et je suis certain, et Alassane Ouattara aura quand même donné une image assez grande si lui-même ferait le déplacement pour aller peut-être accueillir. On ne sait jamais. Ouais. Puisque je vous dis que c'est une question de popularité. Et Alassane Ouattara essaie réellement donc de puiser dans cette popularité-là à son avantage. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Eric Johnson, ce qui nous intéresse, c'est le rôle que vont jouer les deux messieurs, Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé également. Mais ce sont des politiciens, sinon des politiques. Quel rôle ils vont jouer à part la politique? Non, mais moi, le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé constitue un événement pour la Côte d'Ivoire. Un grand même. Du moment où l'on s'est toujours dit que le président Ouattara ne voulait plus avoir d'opposants chez lui. Il voulait écarter toute l'opposition, en commençant par Laurent Gbagbo, après Charles Blé Goudé, après le jeune président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, etc. Mais moi, je pense que sincèrement, on a toujours condamné le fait que nos dirigeants soient envoyés à l'extérieur pour être jugés. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens ne soient pas jugés chez nous? C'est que déjà, on a des préjugés sur notre justice, en disant que cette justice-là est aux ordres. Ça veut dire quoi? Que la justice est instrumentalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient jugés en Côte d'Ivoire, ils seraient condamnés, comme ça a été le cas en leur absence par rapport à l'attaque de la BCEAO. Et donc, ils ont été condamnés. Mais on parle de crimes contre l'humanité. La situation ivoirienne en cette période-là était claire. Il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, quand on dit que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont totalement blanchis
dans cette histoire-là, c'est qu'en réalité, la justice internationale n'a pas pu recueillir les preuves pour pouvoir les condamner. Maintenant, si c'était en Côte d'Ivoire, on aurait trouvé certainement des preuves et on les aurait condamnés. Ça aussi, c'est un avantage. Il ne faut pas l'oublier. Parce que les deux, quand on est condamné pour... on est inculpé pour un crime contre l'humanité. Chez nous, c'est la prison à perpétuité, tout de suite. S'il n'y a plus de peine de mort. Donc, vous voyez que ces messieurs-là seraient gardés en prison toute leur vie. Mais maintenant, la justice internationale, n'ayant pas pu recueillir les preuves nécessaires pour les condamner, mais la question est de savoir qui a fait quoi en Côte d'Ivoire pendant cette période et il y a eu autant de morts. Alors que des victimes, des gens qui se sont vus à un certain moment frustrés par la gouvernance de Gbagbo, etc. Ces gens-là sont encore là et crient quand même que justice soit faite. Mais ils vont trouver... des victimes. Alors que ces gens-là sont déjà jugés à l'international. Ils sont blanchis. On ne peut plus les rejuger. Alors, la deuxième chose importante, c'est que la politique ivoirienne aujourd'hui a un souci majeur. Lequel? C'est ces clans-là, ce que nous avons vécu au Rwanda. Si aujourd'hui les Ivoiriens ne vont pas à la paix, on va vivre la même chose avec les nordistes et les sudistes. C'est un fait palpable en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro et Alassane Ouattara viennent du nord. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo viennent du sud. Alors, même Guillaume Soro n'est plus avec Ouattara. Oui, justement, vous savez, c'est pour cette raison-là que moi, personnellement, j'ai analysé la situation me disant que Ouattara a vite fait d'annoncer le retour public, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sans aucun souci. Ouais. Imaginez ce qui pouvait arriver si Ouattara n'avait pas vite pris cette décision. Voyez-vous le clan Gbagbo même, qui est divisé pour des raisons politiques. On a vite fait de condamner certains en disant qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été achetés par le clan Ouattara pour pouvoir créer des soucis à Laurent Gbagbo, etc. L'arrivée en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé va créer un autre événement. Il était en train de dire un truc très intéressant et par syllogisme, il parlait de gourouciser les deux têtes de pont de la politique ivoirienne que sont Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Mais c'est ce qui se passe. En réalité, les politiques jouent beaucoup avec les populations qui sont majoritairement analphabètes, excusez-moi le terme, qui ne comprennent pas grand-chose à la politique. Parce que c'est des gens qui sont manipulés du matin au soir. Vous savez, il y a des gens qui participent à des manifestations, vous leur posez la question, alors pourquoi vous êtes sortis et vous dites, ah, tout le monde sort, on veut que Ouattara quitte le pouvoir, on veut que tel... Mais en réalité, c'est des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Et c'est ça, ce qu'il dit. C'est-à-dire que ces populations-là prennent ces gens-là comme des petits dieux. Des petits dieux. Et là, on est en train de les gourouciser. J'emprunte vraiment ton mot. Et donc, je crains un peu
quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Mais si tu permets, je laisse tout juste rebondir. Alors, j'ai vu l'analyse qui a été faite sur les victimes par rapport à Blgoudé et Gbagbo, mais il ne faut jamais oublier les victimes qui ont été faites par rapport au clan Ouattara. Et tout ça. Donc, il faut pouvoir équilibrer la balance. En fait, c'est ce vide-là aussi qui a joué sur... C'est parce que là, on est en train de parler du retour de chaque... Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il y a des leçons également à tirer à ce qui... Puisque j'ai apprécié le fait que vous ayez indexé un peu la justice, parce que quelque part également, je pense que la justice internationale aujourd'hui vient un peu remettre en cause la manière dont cette justice a été... Donc, les choses ont été tranchées au niveau local. Et pratiquement, ceci va compromettre entièrement cette justice-là qui a été menée à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas comprendre le fait que sur les mêmes faits, pratiquement, sur les mêmes faits, on condamne des gens en Côte d'Ivoire parce que c'était deux acteurs qui étaient dans des belligérences sur le terrain. On condamne en Côte d'Ivoire, au même moment, on peut blanchir à l'extérieur. Donc je pense que sur cet aspect également, il y a des grandes leçons à tirer. Mais de l'autre côté aussi, quand ils vont revenir en Côte d'Ivoire, ce procès-là qui a été fait, on va mettre ça sous éteignoir ou comment ça va se passer? Et ce n'est pas, voilà, et ce n'est pas fini parce que il y a des gens qui sont en train de se mobiliser pour porter plainte encore contre ces gens-là, ces deux mentors de la politique ivoirienne. Oui, les deux, oui. Naturellement, si c'est les deux personnes, on n'en disconvient pas. Ben, naturellement, c'est parce qu'il y avait tout comme si on était dans une justice de vainqueur. Et c'est ce qu'on a assisté naturellement. Mais il faudrait réellement que... Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que ce qui peut présager, c'est naturellement la réconciliation entre les deux acteurs. Et c'est ce qui est important. Les politiciens ont déjà négocié leurs choses en amont. Et nous, on nous montre que la partie visible de l'iceberg. Voilà, on subit. En tout cas, le Bénin est également inquiet. Talon, fin de mandat à risque. On sait déjà qu'il y a déjà une victime au Bénin. Tension au Bénin, fin de mandat du président Patrice Talon, véritablement à risque. Même si les gens ne veulent qu'on parle ainsi. Ça inquiète. Ça inquiète et c'est triste un peu pour le Bénin. Donc, alors, qu'il puisse avoir des frictions politiques et tout ça, bon, c'est quelque chose de redondant, mais que l'on puisse... moi, ce que je déplore, c'est toujours les victimes, les pertes de vies humaines, quand il y a ce genre de joute politique. Après... c'est triste pour le Bénin parce que le Bénin ne nous a pas habitués à ça. Le Bénin nous a habitués à un modèle d'une certaine stabilité, à une certaine hauteur quant aux joutes politiques qui s'y déroulent. Et c'était avec plaisir que l'on pouvait voir la presse béninoise, les hommes politiques béninois dans du débat, dans des échanges et ainsi de suite. Et on le ressentait quand on va au Bénin, justement, dans la prise de parole de population, dans la manière, tout le monde donne son avis. Bon, là, ce que l'on voit ces derniers jours est triste, et j'aurais vraiment souhaité que l'on puisse faire ces élections de façon, on va dire, apaisée. En tout cas, on va marquer notre légère pause. On revient, Eric, vous aurez la parole. Adam, vous aurez également la parole.